La montagne, comme je l'aime, quand elle ressemble à une page blanche où l'on peut laisser son empreinte et suivre les traces des animaux sauvages. C'est du plateau de Peyraner, au cœur du parc national des Pyrénées, que nous vous invitons à découvrir la vallée d'Aspe. Et si nous avons choisi de venir lorsque la neige recouvre ces paysages, c'est pour comprendre ce qui change en période hivernale. Pour la faune, pour la flore, mais pour les hommes aussi. Toutes celles et ceux qui ont choisi de vivre ici, jour après jour, saison après saison, cap sur les Pyrénées béarnaises, un hiver en vallée d'Aspe. La vallée d'Aspe, une voie de passage millénaire entre la France et l'Espagne, un itinéraire majeur des Pyrénées qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres le long du Gave qui lui a donné son nom. Nous commençons nos escapades hivernales à l'extrémité sud de la vallée, proche de la frontière espagnole. Avec Patrick et Jérôme, gardes-moniteurs au Parc national des Pyrénées, nous partons en expédition dans l'une des zones les plus sauvages de ces montagnes béarnaises. Ici, nous sommes en Haute-Vallée d'Aspe, sur le site du Somport, dans le cœur du Parc national des Pyrénées. On est à peu près à quelle altitude là? On est à environ 1600 mètres d'altitude. Paysage sublime, tout blanc. Patrick, moi je vois surtout justement le décor de la vie qu'on a autour de nous. Bien sûr, on est sur une zone très riche en biodiversité. Par contre, les animaux, en pleine journée comme ça, ils sont plutôt à l'affût de ce qui pourrait être un danger. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait un en ce moment qui nous regarde. Donc il observe, il sait que tant qu'il n'est pas en danger, il peut rester sur place, c'est ça? C'est ça, il a une distance de fuite et qu'il sait lui-même fixer. Et au-delà de ça, il vous laisse passer sans aucun problème. Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées s'étend sur 100 km à cheval sur les deux grandes régions du sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Son objectif est de protéger et d'étudier les patrimoines naturels, culturels et paysagers, tout en permettant à tous d'en profiter. Aujourd'hui, la mission de Patrick et Jérôme est de vérifier le respect des zones de quiétude mises en place pour un animal aussi étonnant que méconnu, le grand tétras, appelé aussi coq de bruyère. C'est ce qu'on appelle une relique glaciaire. Autrement dit, il est arrivé dans les Pyrénées il y a 25 000 ans, quand d'énormes glaciers recouvraient ces montagnes. Bon, tu vois là, Eric, là, ça c'est la nourriture optimale pour le grand tétras là, pendant l'hiver. Il se nourrit principalement d'aiguilles de résineux, soit de sapin, soit de pin. Il a fait des réserves de graisse pendant l'automne en mangeant des myrtilles et des framboises. Et voilà. Et après, pendant l'hiver, ce régime alimentaire lui permet juste de se maintenir en vie. Si on le dérange, il va partir plus bas. Et après, il va remonter sur sa zone d'hivernage. Et là, voilà. Il puise dans leur réserve, voilà. du coup. Et là, les scientifiques ont dit, au bout de 3 fois, comme ça, il se parasite et il meurt. D'un naturel craintif, le grand tétras est très difficile à observer, surtout en hiver. Au printemps, pour faire un état des lieux et procéder au comptage, les gardes du parc viennent très discrètement espionner l'animal lors de son étonnante parade nuptiale. Mais avant de séduire sa belle, le grand tétras doit passer l'hiver, la période où il est le plus en danger. Le Somport n'est pas ce qu'on appelle une usine à ski, bien au contraire. L'endroit, réputé pour ses pistes de fond et ses belles randonnées raquettes, séduit les amateurs de grands espaces et de liberté. Alors, pour protéger le grand tétras, le parc a mis un peu partout des panneaux interdisant l'accès aux zones de quiétude. Mais le travail de pédagogie est long, l'enjeu est de taille. Sur le site du Somport, il ne reste plus que 2 femelles et un seul mâle.
c'est beau, hein, je vous envie. Hein. Wow. Donc c'est un itinéraire qui traverse une zone d'hivernage, une zone refuge pour la faune sauvage et notamment pour le grand tétras. Ce week-end, par exemple, on a une influence assez monstrueuse d'un public qui n'est pas forcément averti à ce type de thématique. On voit qu'on a eu des débordements et des gens, certes, ils n'ont pas été dans la zone très à l'avant, mais ils ont quand même pénétré, ce qui donnera envie à d'autres personnes d'aller un peu plus en avant. Alors on va te dire, ouais, 1 mètre à côté, c'est pas grave. C'est ça, 1 mètre plus 1 mètre, le prochain va aller un petit peu plus loin. Et ainsi, toute la zone va être foulée par l'homme. Et il y a moyen de cohabiter, mais en respectant des règles qu'on peut tous se mettre en place. Youhou, j'arrive les copains. Patrick, l'hiver, c'est quand même une période très dure pour les animaux. Quelle stratégie ils adoptent pour passer cette saison-là? Mais en fait, il y a deux grandes stratégies principales. La première, c'est d'hiberner. C'est ce qu'on va faire l'ours et la marmotte. Et après, il y a les animaux qui hivernent, comme l'isard, le renard. Hiverner, en fait, c'est passer l'hiver. C'est pas dormir, contrairement à hiberner, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il faut tout à fait qu'il exploite la moindre source de nourriture. Donc ça va être des lichens dégagés par une avalanche sur une arête et déneigés par le vent. Ça va être un arbuste qui va lui donner un petit bout d'écorce. Il va être capable de se jucher sur ses pattes arrière pour venir gratter un peu cette essence qui permettra de récupérer des protéines. Quel génie, quoi, quand même. Hein. Ça force l'admiration. C'est sûr, ils n'ont pas la chance d'avoir comme nous des triples couches, des Gore-Tex, tout ce qu'on pourra inventer l'homme. Et en attendant, ils sont dans ces montagnes, quoi. Voilà, eux, ils sont là et toutes les nuits, quand nous, on est au chaud chez nous, ils continuent à vivre là, quoi. Voilà, c'est ça. Chapeau, les isards. Ça. Allez. Si l'hiver est un moment particulier pour les animaux sauvages dans les Pyrénées, il l'est également pour une espèce d'humain un peu à part, le photographe animalier. Laurent est l'un des plus réputés en France. Ici, être bon techniquement ne suffit pas. Il faut un sens de l'observation qui ne s'apprend que sur le terrain. Tiens, regarde Eric, ça t'as le renard qui est passé là. Il est au pied de l'églantier et il a mangé quelques fruits. C'est l'animal dont tu vois les traces le plus souvent. Je vais voir si je suis bon. Est-ce que ça, c'est un renard? Parce que c'est assez serré. C'est le renard. Ouais. C'est peut-être même le même. Là aussi, tu vois. Alors, Ils sont croisés là. Ouais. Mais en ce moment, c'est particulier qu'on est, on est au mois de janvier là, et c'est la période des amours chez le renard. Donc ils sont souvent ensemble. Tu vois, là, on a 2 pistes de renards parallèles. Si ça se trouve, c'est le mâle et la femelle qui passaient ensemble au même moment. On ne peut pas le garantir. Hein. Il faudrait l'avoir vu pour ça. Mais... Et là, il coupe une autre piste là. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. C'est différent en tout cas les traces là. Là, c'est différent, ouais. Et bien ça, c'est de l'isard. Bon, t'as du sang d'isard ou t'es plus sportif que moi? Explique-moi, dans un endroit comme ça, comment tu fais pour te rendre invisible, ou presque? Il n'y a qu'une solution, quoi. C'est l'affût, quoi. C'est se planquer dans une cachette, on va dire, et puis plus bouger, quoi. Quand tu montes en affût, normalement, tu te mets immédiatement dedans? Non, c'est rare. En général, je l'installe, puis je m'en vais. Je laisse aux animaux le temps de s'y habituer. Je suis pas pressé en général. On comprend quand même que c'est bon sacrée préparation. Hein. Bah oui. Bon, souvent, je l'adosse à un buisson. C'est mieux. Et on peut rentrer si tu veux voir comment c'est. Allez, je vais visiter ton petit chez toi. Je te fais visiter mes appartements, oui. C'est pas grand, hein? Tu peux passer combien de temps comme ça dans un affût? Bon, ça va de quelques heures à... Des fois, il faut même arriver la veille au soir, dormir dedans et sortir le lendemain à midi, quoi, sur certaines espèces. Quand tu prends vraiment de l'altitude, que tu commences à dépasser 2500 mètres, est-ce que tu vois des espèces qu'on ne voit pas ailleurs? Et il y en a une qui est fabuleuse, qu'on trouve à 2000, 2005, c'est le lagopède alpin. Ça, c'est un oiseau, c'est un magicien, quoi. C'est
C'est le roi du camouflage. En été, il est couleur rocher. Enfin, il est toujours de la couleur de son milieu, quoi. Et il change de couleur en Il change fonction de de la couleur. saison? Il a 3 mues dans l'année. Ah ouais. Et de façon à être toujours monochrome, on dit, quoi. Il y a quelque chose qui me frappe dans tes photos, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gros plans. Oui, mais moi, c'est ce que je recherche, en fait. Pour moi, l'animal, c'est une émanation du milieu. Et si c'est pour les cadrer serrés qu'on voit pas la montagne, ça m'intéresse pas. Donc j'aime bien que les deux se voient sur l'image. Toi, t'aimes bien ces ambiances-là, enneigées, avec de la brume Ah oui, moi, quand il y a du beau temps, je râle. Enfin, moi, je sors pas, quoi, dans ces cas-là. J'aime bien, comme aujourd'hui, quand t'as des nappes de brume qui passent, un petit peu de neige, tout est doux, quoi. Tout est... Ouais, tous les contrastes sont atténués, quoi. C'est vraiment joli, quoi. C'est ça que je recherche. Comme toutes les zones de montagne, la vallée d'Aspe a une densité démographique très faible. Ils sont environ 2500 à vivre ici toute l'année, répartis sur 13 villages. Une petite communauté humaine qu'Édouard connaît particulièrement bien. Si on vous demande votre métier, qu'est-ce que vous répondez, Édouard? Bien, écoutez, le métier que nous exerçons depuis 1620, c'est un métier de colporteur d'abord. Ça fait combien d'années que vous Alors, faites comme ça ce voyage dans ces vallées avec de la Écoutez, marchandise derrière? Moi, ça va faire 50 ans dans 2 ans. Et j'espère bien y arriver. J'ai 69 ans et je continuerai jusqu'à 72, je l'espère. Je suis le seul représentant. Ah oui. J'ai eu jusqu'à 3 camions. Mais il faut dire que dans les vallées, là où il y avait 1000 personnes, il y en a 200, etc. Donc, un camion peut vivre sur 2 vallées. Édouard est la 13e génération d'une institution d'Oloron-Sainte-Marie. Pensez donc, le magasin existe depuis le XVIIe siècle. Avant-guerre, on faisait ici du sur-mesure qu'il fallait ensuite livrer en montagne. Aujourd'hui, dans son camion, Édouard a du prêt-à-porter. Mais attention, insiste-t-il, toujours de qualité. C'est la condition pour que les portes continuent de s'ouvrir. Salut ma petite Eliane. Salut, mon petit Édouard. Ça va? Ça va, t'as pas trop froid? Ben écoute, j'ai sorti les grosses chaussures. Ça rentre, ça, là? C'est bon, ça passe. Bonjour. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Bonjour. Petit Édouard. Manteau matelassé. Ici, tu as un Attends, mais aspect, tu veux me un faire aspect doudoune. tirer par les chasseurs, Mais là? pourquoi pas? Non, pas ça. Là, tu as un petit manteau d'abord qui est Non, mais travaillé. ça, c'est pour aller en ville. Ici, tu as un petit genre Non, parka. ça, c'est pour ma fille, mais... D'accord. Autre doudoune. C'est un avantage pour vous de ne pas avoir à descendre à Oloron, qui se déplacent, qui viennent vous voir? Mais oui, c'est bien, moi, j'aime bien. Mais là, elle savait que Et je puis, devais je passer privilégie... le commerce traditionnel. Voilà, c'est ça. Parce C'est que déjà, important. mon boucher, il se déplace. Il s'arrête. Donc, je vais chez lui. Oui. Toute la viande, je la prends chez lui. Le boulanger, ben c'est pareil, il vient. Édouard, il vient jusque-là, alors je Voilà. le fais Et tout le travailler. Tout le monde vient à vous, en fait. Tout le monde vient. Il y a Au des- village. Voilà, au village, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées et qui nous favorisent un petit peu, hein, qui pensent à nous. Voilà, c'est ça qui est important. On passe au milieu de murs de neige, là. C'est bien tombé, quand même. Oui, là, il y a eu une chute importante. Hein. Il y Il y a avait quoi, plus d'un... presque plus d'un mètre, là. Oui, non il y a eu plus d'un mètre. À cette altitude, ici, il y a eu de plus d'un mètre 20, 1m30. Pour les affaires, l'hiver, c'est bien. On vend Oui, des choses un peu oui. plus chaudes, donc un Voilà, peu plus cher. Voilà, il est certain que l'hiver, pour nous, est une période beaucoup plus intéressante. Vendre du t-shirt, c'est pas très intéressant. Quand on revient le soir, on est déçu. L'hiver, c'est bon pour les affaires, mais bien sûr, ça complique un peu le travail. Oula, oui. Ouh, mais c'est carrément Oui, une oui, patinoire, là. Tout gelé. Allô, Pierre, ici, Édouard. Bon, écoute, ça t'embête pas, je peux pas passer là, hein, sous le pont. Après, j'ai peur des 2 ridillons. Tu descends, tu viens me rejoindre ici. Ah, je vous présente mon assistant Oui, technique je suis assistant du jour. FR3. Et bonjour, Pierre. Bonjour, Annie. Et Annie. Pierre, j'ai une petite question à Alors, vous voyons, poser. Dites-moi. Édouard, j'ai l'impression quand même qu'il connaît bien vos habitudes. Il arrive en ayant un petit peu une idée de... Mais oui, Parce que c'est souvent la même chose qu'on prend. Édouard, c'est... La même marque de pantalon ou la même marque. Édouard, il fait partie des meubles. Ouais. Eh oui, on le connaît il y a longtemps.
Bon, après, c'est une personne quand même, comment dire, simple, très simple, c'est une famille. Merci Pierre. Voilà, simple. Bon, Il y a moyen de discuter facilement. Oui, mais- ça va pas, je repars avec, Voilà. c'est pas un problème. Voilà. Je vais pas arriver avec des pantalons de manteaux, ville, alors, des qu'on met manteaux que- rouges, où je vais pas lui présenter l'une des dernières créations. Je suis certain qu'Annie, elle va me sauter dessus. Elle va se dire, mais souvirons. On est plutôt classique. Ouais. Il Il est fou, qu'est-ce que diable. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement en Vallée d'Aspe, chez les habitants de la Vallée d'Aspe? Une fois que l'amitié est liée, qu'on se connaît, on se revoit toujours avec plaisir. Et ça, c'est énorme en fait. Ce qui n'existe pas en magasin actuellement. Parce qu'en magasin, alors quand on connaît les familles, c'est bien, mais il y a des nouveaux qui rentrent, on ne sait même pas ce qu'ils font, on ne sait même pas où ils travaillent et où ils habitent. Alors que moi, quand Pierre descend, pour moi, c'est une image. La Vallée d'Aspe a toujours été un lieu d'échange et de contact entre les deux côtés de la frontière. Depuis la nuit des temps, les habitants ont su cohabiter, partager les ressources, notamment les pâturages. Mais il n'en a pas été de même pour les pouvoirs centraux. Surveiller la vallée, c'était surveiller un axe de passage entre la France et l'Espagne. Nous voici au lieu le plus stratégique, un verrou naturel, le portalet, littéralement la petite porte. Et quoi de mieux qu'une géologue pour comprendre le génie des hommes à utiliser des lieux naturels d'exception? Ce qui explique que cette vallée soit si étroite, ici en particulier, c'est la présence de ces grosses falaises calcaires perpendiculaires à la vallée, qui barrent la vallée complètement, forment une sorte de verrou. Il y a 20 000 ans, un énorme glacier, une masse de glace qui était bloquée là derrière. On avait une sorte de grande cascade de glace qui descendait ici, c'est-à-dire que nous aurions eu entre 300 et 400 mètres de glace au-dessus de nous, nous aurions été dans la glace. Elle allait pratiquement jusqu'à Bedouce, c'est-à-dire 30 à 40 km en aval. 1842. Le roi Louis-Philippe ordonne l'édification ici même d'une forteresse pouvant accueillir 400 hommes. Avec ces bâtiments qui épousent la falaise, ces 700 mètres carrés de galeries labyrinthiques creusées dans la roche, le Portalet est l'un des forts de montagne les plus extravagants. Les militaires occupent ces lieux jusqu'en 1925, puis le site devient une colonie de vacances pour une institution catholique de Bordeaux. Annie nous emmène dans les entrailles du fort, une partie qui n'est pas encore ouverte à la visite. L'occasion de découvrir un autre épisode de l'histoire étrange de ce lieu, car à la Seconde Guerre mondiale, le destin du fort bascule une nouvelle fois. Alors là, nous arrivons dans le niveau inférieur du bâtiment des officiers avec les chambres des officiers. Et ces chambres ont été transformées en cellules et ont été utilisées pour enfermer un certain nombre de personnages importants en 39-40. Ah, le régime de Vichy, il met ici des hommes politiques, mais de premier plan, lesquels? Ont été emprisonnés ici Léon Blum, l'une des figures importantes du Front populaire, bien sûr, mais aussi le président du Conseil, Paul Reynaud, et 3 autres personnages très importants. Cette cellule, Léon Blum y a séjourné pendant un certain temps. La cellule comportait un WC dont on voit ici quelques traces, dirons-nous. Il y avait également un lavabo. Certes, il y avait une cheminée avec un chauffage, oui. Et puis la vue, aujourd'hui, jour de soleil, bien sûr, est lumineuse. On y voit cette magnifique falaise qui cache l'horizon. On a dit que ces falaises étaient très hautes et verticales, que jamais le soleil n'entrait ici. L'ironie de l'histoire, c'est qu'à la Libération, en 1945, c'est un autre prisonnier qui va être enfermé ici. Oui, c'est le maréchal Pétain qui a été enfermé ici. Il y restait pendant à peu près 2 mois. Il a été envoyé ici par le général de Gaulle après son procès. Et il a dit en arrivant que s'il avait su quelles conditions régnaient ici, jamais il n'y aurait envoyé même son pire ennemi. On est dans un endroit qu'on ne soupçonne pas vu de l'extérieur. Les entrailles du fort, c'est réellement impressionnant quand même. On a ici une roche extrêmement dure, une roche calcaire qui a été creusée. L'autre côté a été bâti. Tout ça pour protéger le déplacement des soldats qui devaient pouvoir atteindre les meurtrières et aller en bas jusqu'au canon. Pour vous donner une idée, cette roche, elle s'est formée il y a environ 350 millions d'années. Et ce mur, il a un siècle. Et ce mur a un siècle.
et nous sommes aujourd'hui. Annie, je sens que vous êtes peut-être encore plus fascinée par la falaise qu'il y a devant nous que par le fort lui-même. Concrètement, cette falaise permet de raconter une histoire, elle permet de s'enfoncer dans le temps. Ce que nous racontons, nous les géologues, c'est une dynamique qui n'est pas du tout sur des échelles de temps humaines. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est de voir que nos ancêtres, et nous-mêmes, j'espère, sommes à même d'utiliser ces roches pour des usages appropriés. On associe ici un patrimoine naturel, cette géologie, et une richesse culturelle et patrimoniale humaine, et on rapproche les échelles de temps. C'est ça qui me passionne. En hiver, la vallée d'Aspe peut être austère, exigeante. Mais elle a tant d'histoires à raconter, tant de surprises à offrir. Le moment que nous allons vivre avec Jérôme et Patrick, les gardes du parc national, est, disons-le, plutôt rare. Avec leur regard d'aigle, ils viennent de repérer un animal que l'on ne voit quasiment jamais en hiver. Là-bas. Là au-dessus du petit dôme là. Ah oui, sur Ouais. la partie un Ouais, peu de terre, C'est quoi. ça, Ouais, c'est ça. déneigé, sur la partie déneigée, là, il sur la regarde partie vers nous. en haut à gauche. Par contre, ça c'est. Il est énorme, hein. Ouais. Je trouve bizarre par contre qu'il nous bouge pas parce que là, tu vois, on est à mauvais vent, il devrait nous sentir là, il devrait partir. Ah ouais, effectivement, tu as peut-être raison, il est peut-être tombé d'en haut là. Hein. Moi j'ai l'impression, Ah ouais. c'est un gros mâle, un gros solitaire. Tombé Ouais, de ouais, là-haut. ouais. Tu vois, de là-haut. Voilà. Mais il est toujours Ouais. en vie. Mais écoute, c'est un animal, vraiment c'est des bulldozers quoi. Voilà. Alors là, apparemment, il est quand même un peu groggy. Il est possible qu'il ait pris un choc, il doit être en train de se remettre de ses émotions quoi. Si on approche et qu'il va lui rester encore de la force, il va Ah nous foncer. Et tu vois, Là, il veut ça- personne autour, je pense. Non. Il charge, quoi. Ils vont charger Oui, quand mais là, il faut pas qu'on il sait s'approche que c'est. plus, Il faut ouais. qu'on s'approche Voilà. plus parce qu'il peut charger pour se défendre. Qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant? Surtout pas aller l'embêter ou qu'il n'aille pas se mettre en danger avec des randonneurs ou autres. Voilà. Et demain matin, on va y refaire un saut pour voir. Il y a de grandes chances qu'ils se soient refait la cerise et qu'ils repartent. Hein. Vous réalisez que vous faites tous les deux un métier qui doit faire rêver beaucoup de monde, et en particulier les enfants, non? Ah oui, surtout des journées comme celle d'aujourd'hui. Quand on croise du monde, tout le monde nous envie. Et toi, Jérôme, ça fait longtemps que tu fais garde? Moi, je suis garde depuis 7 ans. Je me suis reconverti. Ah ouais, tu faisais quoi J'étais avant? moniteur de ski et agent territorial à la commune de la Reims, en Vallée d'Ossau. J'ai la famille issue du pastoralisme en Vallée d'Ossau qui m'ont donné la passion en allant voir les troupeaux. On regardait les traces du gibier, du sanglier surtout, de l'ours avec mon oncle et puis voilà. Et le jour où tu apprends là, que t'es garde, ça se passe quoi? Il se passe quoi dans Là, ta t'es tête? comme un pec. Hein. Là, j'étais comme un fou, moi. J'attendais ça depuis tout gamin et puis voilà. C'est quoi le programme pour vous maintenant? On va attendre que le jour tombe. On va partir en ski de rando sur les pistes qui sont au-dessus de nous, là, qui ne sont pas dangereuses. Hein, c'est facile, c'est une forêt, une vieille forêt. Et on va écouter les chouettes de Deckman, les mâles qui chantent, pendant environ 1h30, puisqu'après le chant est terminé. Ils sont en pleine nuit, ça? Ouais, c'est en pleine nuit. pleine nuit, c'est en de pleine nuit, nuit. Moi, je la connais pas, c'est chouette. C'est quoi? Elle fait quel son? C'est la chouette de Tegmal. On l'appelle la chouette poupoute parce qu'elle poupoute. Donc elle fait. C'est depuis l'Esquin, joyau de la vallée d'Aspe, que nous allons vous saluer. Un cirque glaciaire entouré de sommets mythiques très prisés par les amateurs d'escalade, le Pic d'Annie, Hans Saber, le Billard. Bien sûr, on peut venir ici pour le seul exploit sportif, mais l'essentiel est ailleurs. Observer, écouter, rencontrer pour comprendre le lien intime qui unit ces paysages et ceux qui y vivent procure un bonheur inoubliable. Les premiers pyrénéistes l'avaient d'ailleurs bien compris, car pour eux, l'expérience physique de la montagne était indissociable
de l'émotion esthétique et culturelle.